Alors, nous allons donc débuter cette soirée d'information, la soirée d'information sur fiscalité, santé et aidants naturels. Alors, peut-être prendre quelques petites secondes pour vous dire pourquoi la Chaire fait ce type de soirée d'information. D'abord, la Chaire s'est donnée comme mission de diffuser les connaissances sur différents enjeux de politique fiscale, donc la fiscalité en particulier rentre là-dedans. Et nous avons également plusieurs objectifs, donc favoriser l'accès et la compréhension des politiques publiques, donc les mesures fiscales en font partie. Et des fois, on a diffusé les connaissances auprès des décideurs, auprès des autres chercheurs et aussi auprès d'un large public. Et aujourd'hui, ça rentre dans la catégorie large public, ces soirées d'information-là sur les impôts. Je rappelle que ces soirées sont destinées à ceux qui préparent eux-mêmes leur déclaration et non pas ceux qui sont des préparateurs qui travaillent dans un bureau et qui en feraient des centaines, évidemment. Donc, on va vous présenter sommairement en début les principales mesures fiscales qui touchent des éléments de santé ou d'aidants naturels. Et en deuxième partie, nous allons répondre à toutes les questions que nous aurons reçues suite à votre inscription. Donc, c'est à ces questions-là que nous allons répondre. Pour ceux qui ont écouté peut-être les soirées précédentes, parce qu'on a tenu des soirées d'impôts la semaine dernière sur les nouveautés, des soirées d'impôts sur les mesures qui touchaient un peu plus la famille, ainsi qu'hier, des mesures fiscales qui touchaient davantage les aînés. À l'occasion, les gens écrivaient un peu dans la boîte de discussion et on tentait, autant que faire se peut, d'y répondre. Mais aujourd'hui, pour les mesures santé et aidants naturels, les questions sont souvent tellement techniques qu'il faut tout le temps demander des précisions puis ou répondre en commençant tout le temps par ça dépend. Alors, on a préféré ne pas prendre les questions dans la boîte de discussion. On va se limiter aux questions qu'on a reçues. Donc, ça, essentiellement. L'équipe, donc, moi, je fais essentiellement l'animation. Donc, il y a une équipe pour présenter, Caroline Lavoie, et une équipe pour répondre aux questions, Chantal Amiot, Sophie Bélanger, ainsi que Luce Samoisette. Alors, je les remercie de participer avec moi à cette activité. Je vous présente aussi quelques éléments qu'on fait à la Chaire. On fait des outils, donc un guide des mesures fiscales, un guide de transition de vie et un calculateur de crédit d'impôt pour aidants naturels. Je vous présente brièvement, si vous allez sur le site web de la Chaire, le calculateur des crédits d'impôt pour aidants naturels, vous pouvez le trouver dans onglet là, qui s'appelle les outils. Et c'est tellement complexe ces crédits d'impôt-là qu'on vous fait répondre à une série de questions et à la fin, on détermine si vous êtes admissible ou non et à quelle valeur vous devriez recevoir de crédit d'impôt. Donc, c'est pour vous accompagner dans la validation de votre admissibilité à ces mesures-là. On a aussi un guide des transitions de vie. Dans le guide des transitions de vie, ce n'est pas toutes les transitions de vie qui peuvent vous concerner, mais aînés qui est en domicile, etc. Il y en a peut-être certains là, qui pourraient être plus appropriés dans votre situation, donc vous pouvez les consulter. Il y a encore une fois des cas types qui décrivent qu'est-ce qui se passe et un peu les mesures fiscales applicables. Et l'outil peut-être le plus utile pour comprendre les mesures fiscales, donc c'est notre guide des mesures fiscales qui se retrouve aussi sur notre site web. Il touche à la fois les mesures fédérales et celles du Québec et ils sont répertoriés sous différents onglets. Et quand on va voir celui de la santé, on le clique, on ouvre et là, on a une série de mesures de crédit d'impôt qui touchent la santé. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Caroline qui va commencer à vous expliquer la plupart de ces crédits d'impôt-là. Alors, bonne soirée. Donc, merci beaucoup, Luc. Bonne soirée à tout le monde. Commençons sans plus tarder. Donc, je vais prendre le contrôle. Donc, le premier crédit qu'on va discuter, c'est le crédit pour frais médicaux. Donc, le crédit pour frais médicaux, c'est un crédit remboursable autant au fédéral qu'au Québec. Donc, on va commencer par voir les paramètres communs aux deux paliers de gouvernement pour ensuite regarder là, les particularités du fédéral et celles du Québec. Donc, c'est un crédit non remboursable, mais il peut aussi être remboursable. Donc, pour le crédit frais médicaux, il est possible d'en avoir deux. La majorité des gens vont avoir le crédit non remboursable, mais celui remboursable vise plutôt là, les personnes à plus faible revenu qui ont des frais médicaux là, importants par rapport à leurs revenus.
Il n'y a aucun plafond des dépenses admissibles, c'est-à-dire que je ne suis pas limité dans les frais médicaux que je peux demander aux fins du crédit. Je pourrais en avoir 10 000, 25 000, 35 000. Il n'y a pas de plafond maximum. Donc, à partir du moment où les frais médicaux se qualifient dans la liste des frais admissibles, ben, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas limité. Je peux considérer là, les frais médicaux que j'ai payés pour moi-même, mon conjoint, les enfants mineurs à charge, mais aussi ceux payés pour une autre personne à charge. Par exemple, un enfant majeur aux études postsecondaires qui est encore à la charge des parents, un père ou une mère qui vit avec son enfant, là, qui est, dans le fond, l'enfant est un aidant naturel. Et là, il y a plein d'autres personnes. Pour les autres personnes, que le particulier, son conjoint et ses enfants mineurs, ben, il y a une précision, c'est que la personne qui demande le crédit, ben, elle doit subvenir aux besoins de cette personne-là. Donc, je ne pourrais pas demander le crédit pour frais médicaux à l'égard des frais qui sont payés pour mes enfants majeurs, alors qu'ils sont autonomes, qu'ils vivent dans leur maison et qui ont eux-mêmes un conjoint, une conjointe et des enfants. Donc, il faut vraiment, là, la notion de subvenir aux besoins de la personne est importante. Il existe des traitements différents au niveau du fédéral et du Québec, entre autres en ce qui concerne les frais pour les lunettes. Donc, le verre de prescription, il n'y a pas de problème, mais au niveau de la monture, ben, on est limité du côté du Québec. Il y a seulement 200 $ de frais de monture qui sont admissibles aux frais médicaux. Au niveau de la prime de la RAMQ, donc la Régie de l'assurance médicaments du Québec, la prime annuelle que je paie, autant au fédéral au Québec, c'est admissible, mais il y a une particularité, c'est que au Québec, c'est la prime que je paie pour l'année d'imposition, tandis qu'au fédéral, c'est la prime que j'ai payée dans l'année d'imposition, c'est-à-dire celle qui était pour l'année d'imposition précédente. Donc, celle que je vais mettre dans ma déclaration d'impôt 2023 au fédéral, c'est la prime payée à la RAMQ pour l'année d'imposition 2022. Donc, elle, je l'ai payée au printemps 2023, donc c'est celle payée dans l'année. Il y a aussi des différences au niveau de certains praticiens. Donc, certains sont admissibles seulement au Québec et pas au fédéral. Parfois, ils sont ni au Québec ni au fédéral. Donc, il y a des particularités dans ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour tout de suite. Dans les questions à la fin, plus à la fin, on y répond, entre autres, là, pourquoi il y a des différences au niveau des praticiens. Donc, au fédéral, les paramètres pour 2023, bon, le taux de crédit avant l'abattement, c'est 15 %. Les frais médicaux admissibles sont ceux qui excèdent le moins élevé de 2 635 ou de 3 % du revenu net du particulier. Donc, on va considérer le revenu net du particulier, pas familial, de celui qui demande le crédit. Donc, si j'ai un des conjoints qui a un revenu de 30 000, l'autre conjoint a un revenu de 100 000, bien, on s'entend que je vais demander les frais médicaux dans la déclaration du conjoint qui a un revenu de 30 000, parce que le 3 % fois 30 000, c'est 900 $ qui est non admissible, tandis que 3 % de 100 000, bien, ça fait 3 000, donc j'aurais 2 635 qui seraient non admissibles. Donc, au fédéral, c'est vraiment calculé selon le revenu de la personne qui demande le crédit. Les frais médicaux admissibles effectués au nom du particulier, bon, on va calculer tout ensemble, les frais pour le particulier, son conjoint, les enfants mineurs. Et si j'ai des personnes à charge majeure, ben, c'est un calcul distinct. Donc, au fédéral, on va calculer ensemble papa, maman, enfants mineurs. Et de façon distincte, il y a un calcul distinct pour les personnes à charge de 18 ans et plus. Le crédit remboursable pour les frais médicaux au fédéral, bon, c'est un maximum qu'on peut aller chercher de 1 399. Je dois avoir du revenu de travail minimum, donc de 4 083 $ et le seuil là, de revenu net pour lequel le crédit là, commence à être réduit, c'est 30 964.
Du côté du Québec, le taux de crédit est de 20 les frais médicaux admissibles sont ceux qui excèdent 3 du revenu familial. Donc, on fait entrer ici la notion de revenu familial, alors qu'au fédéral, on considère 3 du revenu de la personne qui demande le crédit. Mais ici, peu importe que ce soit le particulier ou son conjoint, bien, on va considérer que 3 le premier 3 n'est pas admissible au crédit. Donc, dans mon exemple de tout à l'heure, j'avais un des conjoints qui avait 30 000 de revenus, l'autre en avait 100 000. Bien là, je vais considérer 130 000 et 3 de 130 000 ne sera pas admissible là, pour le crédit des frais médicaux. Pour les frais médicaux, je vais considérer ceux payés par le particulier, son conjoint, pour les enfants mineurs et pour toute autre personne à charge aussi. Au fédéral, on faisait une distinction, on venait faire un calcul distinct pour les frais médicaux qui sont payés pour une personne à charge majeure, mais au Québec, on met tout ensemble. Et il n'y a pas là y a pas de séparation à faire, puis c'est toujours calculé en fonction de 3 du revenu familial, donc du couple. Je n'ai pas besoin de considérer là, le revenu de la personne à charge, de la personne majeure à charge. Il y a aussi crédit d'impôt remboursable du côté du Québec. Les paramètres sont sensiblement les mêmes, donc un maximum de 1 356. Le seuil de revenu de travail minimal pour y avoir droit, 3 470. Et le seuil là, de revenu net, où ce qu'on commence à perdre le crédit, c'est 26 220. Au Québec, il existe aussi un crédit d'impôt remboursable pour les frais payés relativement à des soins médicaux qui ne sont pas dispensés dans notre région. Donc, c'est un calcul à part. Si je dois avoir des soins médicaux dans une région éloignée de 200 km et plus, bien, à ce moment-là, c'est un calcul qui se fait à part de l'autre calcul. Voyons, vas-tu le dire? De l'autre calcul de frais médicaux. Puis ces frais-là ne sont pas réduits là, du 3 Donc, si j'ai engagé 2 000 $ pour avoir des soins médicaux qui sont donnés à plus de 200 km de chez moi, bien, je n'aurai pas à considérer, il n'y aura pas de réduction qui va se faire là, au niveau du revenu familial. Caroline, oui. J'aimerais juste faire une petite précision. Bien oui. Je me rends compte qu'il y a une petite coquille dans notre... Oui, c'est un crédit non remboursable. Oui, je suis d'accord. Quand je l'ai lu, j'ai dit, oups, il me semble que c'est non remboursable. C'est un crédit non remboursable. Donc, on verra peut-être juste changer le PowerPoint, mais donc, je fais la précision. Parfait, merci Chantal. Deuxième point, au niveau de la santé, donc on va parler du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Encore une fois, c'est un crédit qui est disponible autant au fédéral qu'au Québec. C'est un crédit non remboursable dans les deux cas. Donc, pour y avoir droit, bien, le particulier qui y a droit, c'est un particulier là, qui a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Donc, pour une période minimale de 12 mois. L'incapacité n'est pas obligée d'être permanente, mais il doit y avoir un minimum de 12 mois d'incapacité. Dans le fond, la déficience doit affecter la capacité du particulier à accomplir certaines tâches de vie quotidienne. Par exemple, s'habiller, s'alimenter, parler, entendre, ou pourrait affecter là, sa capacité s'il ne recevait pas de soins thérapeutiques. Donc, dans ça, c'est quand même un crédit qui pas qui est complexe, mais qui demande à avoir une attestation. Je ne peux pas décider, moi, demain matin, j'ai des problèmes à accomplir mes activités de vie quotidienne, j'ai mal dans le dos, je suis pas bien. Donc, c'est pas tout à fait comme ça. Je dois avoir une attestation médicale d'un professionnel de la santé qui vient reconnaître et attester que j'ai une incapacité à accomplir certaines tâches de vie quotidienne. Et là, un coup qu'on a eu cette attestation-là, on le fait parvenir au gouvernement fédéral et Québec qui va le mettre dans nos dossiers. Et à ce moment-là, je pourrai demander dans ma déclaration d'impôt le crédit pour personnes handicapées. Donc, l'attestation qui doit être remplie et envoyée au gouvernement, c'est le formulaire T2201 au fédéral
et TP 752.0.14 au Québec. Bon, petit point, là, aucune demande de crédit, du crédit si des frais de rémunération d'un préposé aux soins ou encore de frais de séjour dans une maison de santé de repos supérieurs à 10 000 qui sont inclus dans les frais médicaux. Bon, c'est une petite technicalité, mais si j'ai pour 10 000 de frais médicaux qui sont entrés dans mes frais médicaux pour la rémunération d'un préposé aux soins, bien, je ne peux pas à la fois demander cette portion-là dans les frais médicaux et demander le crédit personne handicapée. Donc, je vais comparer qu'est-ce qui est le plus avantageux entre les deux, soit de considérer mon crédit personne handicapée ou encore l'ajout dans les frais médicaux des frais là, pour la rémunération d'un préposé aux soins. Le crédit personne handicapée, donc les paramètres pour 2023 au fédéral, c'est un crédit qui a une valeur de 9 428 avec un taux de crédit avant l'abattement de 15 %. Le crédit peut être transféré à la personne qui assume le soutien du particulier. Donc, ça peut être au fédéral, ça peut être transféré au conjoint ou à une autre personne. Okay? Pas seulement le conjoint. Toute personne qui assume le soutien du particulier qui est admissible au crédit personne handicapée pourrait demander là, la portion inutilisée que la personne handicapée n'utilise pas parce qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, là, étant donné que c'est un crédit non remboursable. Pour le Québec, donc les paramètres en 2023, c'est un crédit qui a une valeur de 3 815. Le taux de crédit est de 14 %. Et là, au Québec, il est transférable seulement au conjoint. Donc, je ne peux pas le transférer à personne d'autre que mon conjoint. Parlons maintenant du crédit pour aidant naturel. Donc, le crédit canadien pour aidant naturel, donc son nom le dit, canadien, c'est une mesure du fédéral seulement. C'est un crédit non remboursable. Et il faut avoir, pour le demander, il faut avoir une personne à charge. Cette personne à charge-là peut être soit l'époux conjoint de fait, un enfant mineur ou encore une autre personne à charge qui est soit l'enfant majeur, le père, la mère, grand-père, grand-mère, etc. Là, toutes les personnes qui sont dans ma famille rapprochée. La personne à charge, pour avoir le dos crédit, la personne à charge doit être à charge de l'aidant naturel en raison d'un handicap physique ou mental. Ce n'est pas une obligation que la personne à charge soit admissible au crédit personne handicapée. Donc, ce n'est pas une obligation, mais elle doit avoir une certaine limitation. Si elle n'est pas admissible au crédit personne handicapée, bien, je pourrais avoir à démontrer là, par une attestation médicale que cette personne-là a besoin de quelqu'un pour accomplir des tâches de vie quotidienne. La personne à charge doit résider au Canada à un moment au cours de l'année et son revenu doit être inférieur à 26 782. Donc, pourquoi on précise ce point-là? C'est que c'est un crédit qui est réduit en fonction du revenu de la personne à charge. Donc, à partir du moment où le revenu de la personne à charge dépasse 26 782, bien, le crédit, il est rendu à zéro. Donc, il n'y a plus possibilité d'avoir quelque chose. On est toujours admissible, mais la valeur, étant donné que le revenu de la personne à charge est plus élevé, bien, on n'a plus rien. Le crédit est basé sur deux montants en fonction de la personne à l'égard de laquelle je demande le crédit. Donc, j'ai le montant supérieur maximal qui, pour 2023, est de 7 999. Et j'ai le montant inférieur maximal qui est de 2 499. Donc, le montant inférieur sera demandé à l'égard de l'époux conjoint de fait ou encore d'une personne à charge admissible, c'est-à-dire personne à charge admissible, c'est si je n'ai pas de conjoint, mais que je vis avec mon père, ma mère, un enfant mineur ou ma soeur, je pourrais désigner cette personne-là comme personne à charge admissible. Et à ce moment-là, pour le crédit pour aidant naturel, c'est le montant inférieur que je pourrais obtenir.
Le montant inférieur est aussi disponible là, pour les enfants mineurs à charge. L'autre, le montant maximum, c'est pour toutes les autres personnes là, qui pourraient se qualifier là, de personnes à charge. Autre particularité du crédit, c'est que le montant supérieur, donc le 7 999, il peut être fractionné. Donc, si on est plusieurs à s'occuper d'une même personne, d'être l'aidant naturel d'une même personne, on pourrait le fractionner. Donc, peut-être que ce n'était pas précisé là, dans les diapositives précédentes, mais il n'y a pas une obligation de cohabitation. Donc, je pourrais apporter un soutien, être l'aidant naturel d'une personne, sans nécessairement que cette personne-là habite avec moi. Donc, on pourrait très bien, mon frère et moi, s'occuper de mon parent qui a des limitations et à ce moment-là, on pourrait partager le crédit canadien pour aidant naturel. Naturellement, on se le partage. On n'a pas chacun un crédit. Donc, c'est 7 900, là, c'est 8 000, disons. On peut se le partager de façon égale, là, 4 000 chacun. Le montant supérieur maximal est réductible en fonction du revenu, comme je le précisais tout à l'heure. Et la réduction commence lorsque le revenu atteint 17 999. Donc, à partir de là, je commence à avoir une réduction et dès que le revenu de la personne à charge excède 26 782, le crédit est rendu à 0. Son opposé maintenant, celui du Québec, donc le crédit pour personnes aidantes du Québec. Donc, celui-ci, c'est un crédit remboursable. Le crédit personnes aidantes du Québec se décline en 2 volets. Donc, j'ai le volet 1 et le volet 2. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est que sous le volet 1, je peux le demander à l'égard d'une personne majeure, donc 18 ans et plus, qui est atteinte d'une déficience grave des fonctions physiques ou mentales et qui a besoin d'une assistance pour accomplir une activité courante de vie quotidienne. Donc, j'ai l'obligation d'avoir une attestation de déficience, donc mon formulaire TP 752.0.14 doit être dans le dossier de la personne à charge. Donc, la personne doit être obligatoirement handicapée, être admissible au crédit personne handicapée et en plus, elle doit avoir besoin d'assistance pour accomplir ses activités de vie courante. Ça, c'est le volet 1. Côté du volet 2, je peux le demander à l'égard d'une personne âgée de 70 ans et plus sans nécessairement qu'il y ait de déficience grave et prolongée. Donc, le volet 1, c'est à l'égard d'une personne handicapée. Le volet 2, c'est à l'égard d'une personne de 70 ans et plus. C'est qui les personnes qui sont touchées dans chacune des catégories? Du côté du volet 1, ça peut être mon conjoint, ça peut être mon père, ma mère, grand-père, grand-mère, etc. Là, tous les ascendants en ligne directe là, de la personne aidante ou de son conjoint. Ça peut aussi, sous le volet 1, être une personne sans lien familial, mais à ce moment-là, je dois avoir une attestation de mon implication là, auprès de cette personne-là. Donc, il y a un formulaire à faire remplir. Ça pourrait être un cas de situation, ça pourrait être, par exemple, mon voisin. Je n'ai pas de lien familial avec mon voisin, mais il est handicapé. Je vais l'aider dans ses activités de vie quotidienne, soit, je ne sais pas moi, à faire ses tâches domestiques, le ménage, les repas, etc. Si je peux obtenir une attestation médicale et démontrant mon implication dans sa vie, à ce moment-là, je pourrais quand même demander le crédit, même s'il n'y a pas de lien familial. Du côté du volet 2, donc ça touche tout ascendant en ligne directe de la personne aidante ou de son conjoint, c'est-à-dire le père, la mère, grand-père, grand-mère, oncle, tante, grand-tante, etc. Mais ça ne comprend pas le conjoint et ça ne comprend pas l'enfant ou le petit-enfant, neveu, nièce
de la personne. Donc, c'est ça, de la personne, de l'aidant. Donc, je suis limitée de ce côté-là. Donc, un couple où les conjoints ont 70 ans et plus, mais qu'il n'y a pas d'handicap, bien, on ne pourra pas demander le crédit personne aidante. Je pourrais le demander à l'égard de mon conjoint seulement s'il est atteint d'un handicap physique ou mental. Il doit y avoir une période d'aide au niveau du crédit, c'est-à-dire que je dois avoir au moins 365 jours consécutifs, dont au moins 183 jours durant l'année d'imposition, sauf s'il y a eu décès durant l'année. Bien entendu, là, si la personne décède dans les premiers mois de l'année, je n'aurai pas mon 183 jours, mais j'aurai eu toutes les journées où il a été là, avant son décès. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que je dois avoir 365 jours consécutifs avec au moins 183 jours dans l'année. C'est-à-dire que si j'ai commencé à être l'aidant naturel de mon père, par exemple, au mois d'octobre 2023, bien, je ne pourrais pas demander le crédit personne aidante à l'égard de mon père en 2023. Ça fait pas, j'ai pas eu 183 jours d'aide dans l'année 2023. J'y aurai droit en 2024 si on continue à avoir le même lien. Je continue à être son aidant naturel. Je pourrais en 2024 là, le demander, mais 2023, j'y aurai pas droit. On peut aussi partager le crédit. Donc, si chacune des personnes aidantes a cohabité avec la personne aidée pendant au moins 90 jours, bien, on pourra partager le crédit. Et il y a restriction. La personne aidée ne doit pas habiter dans une résidence pour aînés, donc un RPA, ou dans une installation du réseau public, c'est-à-dire un CHSLD ou encore une ressource intermédiaire. Donc, on vient nous limiter si la personne aidée reste dans ces maisons-là, dans ces résidences-là, je ne peux pas demander le crédit à son égard. Caroline? Oui. Les formulaires qu'on complète pour les volets 1, volet 2, je pense qu'on ne les a pas précisés hein, dans la présentation. Je ne les ai pas vus. Peut-être je vais passer tout de suite le commentaire. C'est à l'annexe H de la Déclaration de revenus du Québec que vous faites la demande. Vous avez donc cette annexe-là complétée et selon la section, vous allez voir, vous réclamez soit le volet 1 ou le volet 2. Et tout ça, à partir de l'annexe H, ça va se reporter dans votre déclaration de revenus à la ligne 462 qui s'appelle « Autres crédits ». Donc, il faut connaître, tu ne peux pas juste dire « je vais lire la ligne, je vais le savoir c'est quoi ». C'est la ligne qui s'appelle « Autres crédits ». Merci Chantal. Donc, si on se fait maintenant, si on regarde c'est quoi les montants auxquels on a droit. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un crédit remboursable. Sous le volet 1, lorsqu'il y a cohabitation, bien, j'ai la possibilité d'avoir 2 fois le crédit, si on peut dire comme ça. J'ai la portion de base, le montant de base, qui est 1383 pour 2023. Cette portion-là, elle est non réductible, c'est-à-dire que peu importe le revenu de la personne aidée, je n'ai pas de réduction. Qu'elle gagne 15 000 ou qu'elle gagne 70 000 1383, ben, je n'aurai pas de réduction. Par contre, sous le volet 1, quand il y a cohabitation, aidant naturel et personnes aidées, ben, je vais avoir un deuxième 1383, mais celui-là, il est réductible en fonction du revenu de la personne aidée. Donc, le seuil de réduction à partir duquel ça commence à réduire, c'est 24 540 et cette portion-là atteint 0 si le revenu là, excède 33 183. Donc, si la personne aidée sous le volet 1, c'est mon père, il vit avec moi, son revenu, c'est 20 000 bien, je vais avoir 2 fois 1383. Si, bon, c'est toujours mon père, qu'on vit ensemble, on est en cohabitation, son revenu est de 50 000 j'aurai le montant de base de 1383. Sous le volet 1, mais sans cohabitation.
Donc, je rappelle qu'il n'y a pas une obligation de cohabiter pour avoir le droit au crédit, mais il y a quand même une notion de à charge, OK, de faire une différence, si on veut, dans sa vie, avoir une aide là, pour ses activités quotidiennes. Donc, sous le volet 1, j'ai la possibilité d'avoir une fois le 1383, mais c'est la portion réductible. Donc, la portion de base non réductible, j'y ai pas droit s'il n'y a pas de cohabitation. Donc, à ce moment-là, je vais avoir là, la portion qui est réductible et c'est les mêmes seuils de réduction. Donc, à partir du moment où le revenu de la personne aidée excède 33 184, bien, le crédit est rendu à 0. Sous le volet 2, bien, il doit y avoir une cohabitation et j'ai le droit à la portion de base, là, les crédits de base remboursables non réductibles là, de 1383. Jumelé à ça, au crédit pour personne aidante. Donc, si la personne aidante a payé des frais de répit pour se qualifier à titre de service spécialisé de relève pour une personne aidée ayant une déficience, bien, j'ai la possibilité de demander un montant additionnel dans le cadre du volet 1 pour le crédit de personne aidante. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est admissible dans le volet 2. C'est seulement dans le volet 1. Donc, c'est lorsque j'engage des frais pour des répits, OK? En tant qu'aidant naturel, on sait que c'est beaucoup demandant, ça demande beaucoup de temps. Donc, si j'ai besoin d'avoir de l'aide pour, peu importe que ce soit là, pour le répit ou encore pour autre chose, bien, je pourrais aller chercher, là, si j'engage des frais pour payer des services spécialisés de relève admissible, je pourrais ajouter là, un crédit de 30 là, maximal de 5 200 $. Ce n'est pas quelque chose qui est réduit en fonction du revenu de la personne aidée. Donc, ici, dans l'annexe H, c'est la ligne 266 qui doit être remplie à cet égard. Donc, qu'est-ce que c'est des services spécialisés de relève? Bien, c'est des services de soins à domicile qui peut être aussi pour la garde ou la surveillance de la personne aidée. La personne qui fournit les services, c'est soit un employé de l'aidant naturel ou un travailleur autonome ou une personne travaillant pour une entreprise et elle doit détenir un diplôme reconnu. Donc, on vous a mis le lien vers le site de Revenu Québec où on précise qui peut se qualifier pour qu'on puisse avoir l'ajout dans l'annexe dans l'annexe H. Donc, on a du détail là, par rapport à ça. Je m'excuse, je suis en train de m'étouffer. Donc, ça donne bien. Luc, je te repasse la parole. J'en ai plus. Ton micro, Luc. Donc, je reprends le contrôle et je passe à la période de questions. Alors, sans plus tarder, première question que nous avons reçue. Une personne s'occupe de sa sœur de 64 ans qui est en centre de soins longue durée. Elle s'occupe des rendez-vous médicaux, des finances, des vêtements, etc. Est-ce que je suis admissible au crédit pour aidant naturel offert par le fédéral et par le Québec? Est-ce que le temps que Caroline reprenne sa voix, est-ce que Chantal peut répondre à ça? Oui, il n'y a pas de problème. Je peux répondre à ça avec plaisir. Je vous rappelle, moi j'écoutais Caroline tantôt, puis je me disais, mon Dieu, c'est pas simple pour monsieur, madame, tout le monde, ces règles-là. Je vous rappelle d'aller faire un tour sur le site de la chaire et d'aller répondre aux questions pour voir l'outil sur les aidants naturels pour voir si vous avez le droit au crédit. Il y a toujours un petit paquet de détails. Donc, ici, comment je vais m'y prendre pour répondre à la question? Je vais revoir les conditions pour avoir le droit à chacun des deux crédits.
Donc, on y va, on commence par le fédéral. On se rappelle le crédit canadien pour aidant naturel. Pour y avoir droit, il faut que la personne soit à notre charge en raison d'un handicap physique ou mental. On ne dit pas que la personne doit absolument avoir le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, mais elle doit être à notre charge en raison d'un handicap physique ou mental. Puis, il faut que son revenu, ne pas l'oublier, soit de moins de 26 782. Si jamais son revenu excède ça, on arrête ça là, ça ne donne rien d'aller plus loin, on n'y aura pas droit au fédéral. Puis la personne pour qui qui est à notre charge, il faut qu'elle se qualifie. C'est qui par rapport à moi? Là, ici, dans ce cas-ci, c'est ma sœur. Donc, ma sœur peut me donner le droit. Puis au fédéral, c'est pas important son âge. Donc, ici, ma sœur peut me donner le droit au crédit. Bon, ça, c'est mes 3 conditions générales. Il y a un petit bout important dans la phrase qui dit « Il faut que la personne soit à notre charge en raison d'un handicap, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être à notre charge? » Là, le ministère, il nous dit « Il faut qu'on subvienne à ses besoins fondamentaux, comme se nourrir, s'habiller, par exemple, aller pour les médicaments, aller chez le médecin, etc. » Fait que là, ici, il faut qu'on s'occupe de cette personne-là, pas juste je vais faire un tour au CHSLD pour l'avoir une fois de temps en temps. Il faut qu'il y ait quand même un certain effort. Fait que c'est là où ça pourrait accrocher. On ne peut pas juste à lire la question se dire oui, assurément, vous y avez droit. Ou non, vous n'y avez pas droit. Mais vous savez, le petit bout de phrase qui dit il faut que cette personne-là soit à votre charge, il faut aussi savoir comment le ministère l'interprète. Fait qu'il faut qu'on subvienne aux besoins essentiels et de base de façon régulière et constante. Donc, c'est à vous de voir maintenant si cette condition-là, elle est respectée. Fait que si on suppose que la définition de être à charge en raison d'un handicap ici est rencontrée parce qu'on apporte de l'aide suffisamment, que le revenu de cette personne-là est de moins de 26 782, alors on aurait le droit au crédit canadien pour aidant naturel. Ça, c'est pour fédéral. Le Québec, ici, la réponse est toute simple. Je n'ai pas besoin d'aller voir la série de conditions parce que à partir du moment où une personne habite dans un CHSLD, donc dans une installation du réseau public, tout comme un RPA aussi, ce ne serait pas admissible. Donc, peu importe si elle a le droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, pas besoin d'aller voir toutes les autres conditions, le Québec, c'est non, je n'y ai pas droit. Merci, merci Chantal. Donc, question suivante. Est-ce que les crédits pour aidants naturels nécessitent le certificat pour personnes handicapées? Est-ce que Revenu Québec accepte la lettre d'acceptation de Revenu Canada pour le certificat pour personnes handicapées, même si le formulaire québécois existe également? Bon, mais la réponse, c'est non. On va donner quelques explications. Au fédéral, on n'exige pas le certificat pour personnes handicapées pour le crédit pour aidants naturels, mais il faut que vous sachiez que l'ARC pourrait demander une confirmation du médecin. Donc, ça pourrait être, s'il ne demande pas, ça va, mais il pourrait quand même demander ça. Au Québec, si la personne est âgée de 70 ans et plus, on n'a pas besoin que l'aîné soit handicapé. Donc, on n'a pas besoin de joindre, bien sûr, le formulaire pour la personne handicapée. Et si c'est inférieur, la personne est âgée de moins de 70 ans, il faut nécessairement compléter le formulaire du Québec. Voilà. Merci, Luce. Donc, troisième question. Est-ce que les proches des personnes ayant une déficience visuelle reconnue par la RAMQ sont admissibles au crédit d'impôt pour aidants naturels? C'est aussi à mon tour. Le premier volet de cette question-là, c'est les personnes qui ont une déficience visuelle reconnue par la RAMQ, c'est qui sur ces personnes-là? Donc, vous pardonnerez mon ignorance, mais je ne savais pas c'était qui les personnes qui avaient une déficience reconnue par la RAMQ. Je suis allée faire un tour sur le site et ce que je me suis rendu compte, on nous dit,
Par la Régie de l'assurance maladie du Québec, on va dire qu'on a une déficience visuelle si on a une basse vision, si on est fonctionnellement aveugle et si la déficience visuelle, elle est permanente, ce qui nous empêche soit de lire, d'écrire, de circuler dans un environnement non familier. Mais je n'ai pas pu trouver c'est quoi le critère reconnu formellement parce que je crois que ces informations-là ne sont pas partagées. Donc, l'évaluation de la déficience, elle est faite aux fins du programme de RAMQ et aux fins des aides visuelles qui peuvent être offertes par la RAMQ. Donc, partant de là, je me dis, ben, on va aller voir maintenant, nous, c'est quoi mon critère pour pouvoir réclamer mon crédit pour aidant naturel? On va commencer par le fédéral. Vous vous rappelez, je vous ai dit tantôt, pour le crédit pour aidant naturel au fédéral, le proche n'a pas besoin d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, si vous me dites qu'il y a une déficience visuelle importante, ben, je vais avoir envie de vous dire oui à ce moment-là. Comme il n'y a pas besoin, ce n'est pas nécessaire d'avoir le crédit spécifique reconnu. À ce moment-là, on pourrait dire que cette personne-là va être reconnue aux fins du crédit canadien pour aidant naturel en autant que son revenu, le critère respectant son revenu, si vous me dites que cette personne-là gagne 50 000, ça ne marchera pas, mais si son revenu est en bas de 26 000 quelques cents que je mentionnais tantôt, et si c'est un proche qui fait partie de ma famille élargie, oui, il sera admissible au crédit canadien pour aidant naturel. Donc, je pense que pour le volet fédéral, ça va. Pour le volet du Québec, on va le répéter, pour avoir le droit au crédit pour personnes aidantes, là, je vais supposer que le proche n'est pas âgé de 70 ans et plus. On va aller vers le volet, la personne, le proche, c'est quelqu'un, quelqu'un qui pourrait y avoir droit. Je devrais absolument avoir droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, là, c'est pas facile pour moi de vous dire, ben, la personne qui a une déficience reconnue par la RAMQ, je ne sais pas si automatiquement elle va être reconnue aux fins du crédit d'impôt personnes handicapées. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire compléter par le médecin le formulaire. Ici, on parle du Québec, donc c'est le TP 752.0.14, le formulaire que Caroline mentionnait tantôt. Puis, pour votre information, la personne qui a posé la question, dans ce formulaire-là, le médecin va devoir attester que le patient est limité de façon marquée, même si, évidemment, à l'aide de verre ou de médicaments, il est incapable de voir. Et spécifiquement, ce que le médecin va devoir répondre, c'est si son acuité visuelle est de 20 sur 200 ou moins, selon une échelle reconnue, après correction de la vue, etc. Donc, on a quelque chose de très spécifique. Et ce n'est pas nous, ni vous, probablement, qui pouvez répondre. Il regarde le meilleur des deux yeux. Donc, le meilleur conseil ici, allez voir le médecin qui signe le formulaire. Et là, évidemment, ça va devoir être une personne majeure. Vous devez, à ce moment-là, aussi lui venir en aide pendant au moins 365 jours, dont 183 dans l'année. Puis, évidemment, la personne aidée ne doit pas résider en résidence pour personnes âgées ni dans le réseau public. Voilà. Merci. Question suivante. Avec une mise en situation pour débuter, un couple vit dans une résidence pour personnes âgées, incluant une maison de soins et de repos. L'un des conjoints est gravement atteint par la maladie et l'autre étant son proche aidant. Question. Est-ce que le conjoint proche aidant est admissible à certains crédits d'impôt? Donc, c'est moi qui vais répondre à cette question-là. Bon, comme on disait d'entrée de jeu, ben ça dépend. Il manque quelque peu d'informations par rapport à la mise en situation. Si on prend les crédits pour personnes aidantes, pour aidants naturels, donc c'est un peu le même type de réponse qui revient. Ben, au fédéral, on pourrait dire possiblement que oui, parce que là, je ne sais pas, la personne est gravement atteinte par la maladie, mais est-ce qu'elle est handicapée? Est-ce qu'elle est admissible au crédit personne handicapée? Donc, on n'a pas cette information-là.
Donc, au fédéral, comme ce n'est pas une nécessité, tel que Chantal l'a très bien expliqué, bien, possiblement que je serais admissible pour le crédit aidant naturel du fédéral. Mais encore là, il faut aussi regarder c'était quoi le revenu de la personne aidée. Si le revenu de la personne aidée est supérieur à 26 782, bien, mon crédit est réduit à 0. Du côté du Québec, bien, on revient encore au même type, les résidences pour aînés, à partir du moment où la personne aidée réside dans un RPA, bien, que ce soit avec cette maison de soins de repos là, non autonome ou autonome, je ne suis pas admissible. J'ai vraiment une restriction qui ferait en sorte que même si l'un des conjoints, la personne, le conjoint gravement atteint par la maladie, était admissible au crédit pour personnes handicapées, parce que pour le Crédit du Québec, c'est une exigence, je pourrais quand même pas demander le crédit pour personnes aidantes parce qu'on vit dans un RPA. Sinon, ben, ce que je pourrais peut-être rajouter au niveau des autres crédits qui pourraient être admissibles, ben, peut-être que si les personnes ont 70 ans et plus, parce qu'ici, je n'ai pas d'âge, mais si elles ont 70 ans et plus, bien, assurément qu'il y a le crédit pour le maintien à domicile, pour les services qui sont offerts dans le RPA, dans la résidence pour aînés. Et il y a aussi, s'ils ont 70 ans et plus, ben, le crédit pour le soutien aux aînés, là, qui est de 2 000 $ par aîné. Donc, c'est ce que je pourrais répondre là, à partir des informations qui nous ont été données. Merci, Caroline. Bon, question suivante. Suis-je admissible au crédit d'impôt pour personnes aidantes du Québec, selon le volet 2? Donc, la personne connaît quand même bien le crédit. Bon, suis-je admissible au crédit d'impôt pour proches aidantes du Québec, selon le volet 2, dans la situation où mes parents de 71 ans logent dans un logement complémentaire dans ma maison unifamiliale? Puis-je faire une demande semblable au fédéral? Donc, c'est encore moi qui vais répondre à la question. Et encore une fois, on n'a pas suffisamment d'informations. Est-ce que le logement qui a été ajouté, qu'on dit, bon, le logement complémentaire dans ma maison unifamiliale, est-ce que le logement qui a été fait, qui a été construit, est-ce que ça constitue un établissement domestique autonome distinct de la maison unifamiliale? Donc, si c'est vraiment deux établissements distincts, bien, la réponse est non, parce que sous le volet 2, il faut qu'il y ait cohabitation. Et si c'est deux logements distincts, bien, il n'y a pas cohabitation, donc je ne pourrais pas demander le crédit pour personnes aidantes sous le volet 2 à l'égard de mes parents de 71 ans. OK? Mais si ça ne constitue pas deux logements distincts, bien, possiblement que oui. OK? C'est une question de fait. On n'a pas suffisamment d'informations pour venir trancher hors de tout doute. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Mais moi, je vous dis que s'il y a présence, si vraiment on est en face de deux logements indépendants, dans la même maison, qui se fait comme un duplex avec chacun une entrée distincte, etc. Cuisine, salon, chambre à coucher, bien, la réponse est non. Du côté du fédéral, pour le crédit, là, personne aidante, crédit pour aidant naturel, bien, on se souvient de ce qu'on a mentionné, c'est que pour le fédéral, pour y avoir droit, bien, il faut que la personne soit à charge en raison d'un handicap physique ou mental, pas nécessairement être admissible au crédit pour personnes handicapées. Là, ici, on ne précise pas, on dit seulement que les parents sont âgés de 71 ans. Donc, s'ils n'ont pas d'incapacité, ben, il n'y a pas de possibilité de demander le crédit du côté du fédéral. Ce n'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup. Question 6. Mon père de 68 ans a payé environ 25 000 $ à un hôpital privé pour le remplacement d'une hanche. Comment traiter ces frais dans sa déclaration de revenus? Est-ce qu'on peut déduire d'autres frais reliés à l'opération, par exemple le transport? C'est moi qui réponds à cette question-là. Donc, ici, le 25 000 $ qu'on a payé à un hôpital privé, ce sont des frais médicaux. Donc, on pourra les ajouter à nos autres frais médicaux de l'année.
même si c'est un hôpital privé, il n'y a pas de souci. Pour les autres frais qu'on pourrait déduire en lien avec les frais médicaux, le transport, la réponse, c'est oui, si ou non, si. Donc, pour pouvoir déduire des frais de transport ou des frais de déplacement qu'on appelle, à titre de frais médicaux, OK? Donc, ça sera en surplus des autres frais médicaux. Il faut que la personne En fait, il faut que les soins qui ont été dispensés n'étaient pas disponibles dans la région. Okay? Donc, d'abord, on dit, ben là, moi où j'habite, l'hôpital est à plus de 40 km. Bon, ben à ce moment-là, il n'y aurait pas de souci. La distance, le chiffre magique, c'est il faut qu'on se déplace d'au moins 40 km. Aller. Okay. Et à ce moment-là, on pourrait déduire les frais, par exemple, de véhicule ou de transport en commun, si on avait pris le transport en commun. Là. Mais sinon, on peut prendre des frais avec notre véhicule. Et si on a à se déplacer pour 80 km et plus, bien, en plus des frais de transport, dans ce cas-là, il pourrait y avoir des frais d'hébergement s'il a fallu que, par exemple, qu'on arrive la veille puis que là, on a couché à l'hôtel. Il pourrait y avoir des frais de repas. Les frais de stationnement aussi seraient admissibles à l'égard de la personne qui se fait opérer. Puis si un médecin atteste comme quoi la personne avait besoin d'être avec quelqu'un d'autre, bien, on pourrait aussi ajouter les frais d'un accompagnateur. Pour votre information, quand je dis comme ça qu'on peut déduire des frais de déplacement, il y a un taux qui est offert, qui est accordé par le ministère et ce taux-là varie à chaque année. Un taux kilomètre. Avec l'auto, on parle de 57 cents,5 quand on parle les déplacements se font au Québec. Puis pour les repas, on parle de 23 $ par repas fois un maximum de 3 repas par jour. OK? Fait que ça, c'est pour les frais de déplacement. Je pourrais peut-être faire un petit commentaire. Cette personne-là qui s'est fait opérer pour le remplacement de la hanche, je ne sais pas si après son opération, elle devra aller dans ce qu'on va dire un centre pour se réhabiliter avant de retourner à la maison. Si c'est le cas, OK, admettons qu'elle ne part pas d'hôpital et qu'elle ne s'en va pas à la maison tout de suite. Il y a un crédit qui est accordé, on appelle le crédit d'impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie. Il y a un volet à ce crédit-là. Vous pourrez écouter la soirée d'information d'hier, on en a parlé. Il y a un volet à ce crédit-là qui est pour justement un hébergement jusqu'à une concurrence de 60 jours dans une unité transitoire, c'est-à-dire un centre qui est en attendant de retourner à la maison. Là, okay? Et ça vous permet aussi de réclamer, ce n'est pas dans les frais médicaux, c'est autre chose, un crédit de 20 % des frais que vous allez avoir payés. Voilà, ça c'est au Québec. Merci Chantal. Ma mère habite dans une résidence pour personnes âgées. Je suis la personne qui l'accompagne à tous ses rendez-vous et pour ses commissions. Je suis aussi la personne qui la conseille et la rassure. Elle a 91 ans, se déplace à l'aide d'un déambulateur et au niveau cognitif, elle est encore alerte. Est-ce que je peux présenter une demande pour crédit pour proche aidant? Donc, c'est moi qui vais répondre. Si on commence par le plus simple, le Québec. Donc, c'est sûr qu'au Québec, je ne peux pas avoir le crédit pour proche aidant parce que la mère habite dans une résidence pour aînés. Donc, automatiquement, je suis disqualifiée d'emblée. Du côté du fédéral, il faut encore se poser la même chose. Est-ce que la personne, ma mère, est à ma charge en raison d'un handicap physique ou mental? Pas obligé d'être admissible au crédit personne handicapée, mais doit avoir, je devrais avoir une attestation comme quoi elle n'est pas capable d'accomplir ses activités là, de vie quotidienne toute seule. D'après ce que moi je lis, je vois qu'elle est autonome, qu'elle se déplace à l'aide d'un déambulateur, qu'elle est très alerte au niveau cognitif. Ma question à ça serait, est-ce qu'on serait capable d'avoir une attestation par le médecin qui viendrait dire que madame, votre mère, n'est pas capable de faire ces choses toute seule? Donc,
c'est là le petit point qu'il faudrait valider. Est-ce que vraiment votre mère est à votre charge en raison d'une incapacité de vie là, pour faire ses activités de vie quotidienne? Et encore une fois, il ne faut pas oublier au fédéral le niveau de revenu parce que c'est réductible, le crédit est réductible en fonction du revenu. Donc, si les revenus de votre mère excèdent 26 782, je n'irai pas plus loin. Je ne ferai même pas de démarche pour avoir une attestation du médecin au niveau de l'incapacité. Automatiquement, le crédit serait à 0. Voilà. Merci, Caroline. Bienvenue. Question 8. Quels sont les crédits permis pour un couple d'aînés demeurant dans un logement? Vaste question. Ton micro, Luce. Excusez-moi. Alors, il ne s'agit pas nécessairement de mesures liées à la santé. On pourrait parler de 3 mesures. Le premier, c'est le crédit d'impôt pour maintien à domicile. Il peut y avoir un volet pour les personnes non autonomes, mais un volet pour les personnes autonomes aussi qui est prévu dans ce crédit-là. Quand on habite dans un logement, le montant est quand même minime, mais je vous référerai au site du gouvernement. Vous allez être capable de voir tout ce qu'on peut réclamer à titre du crédit pour maintien à domicile. Et on en a parlé aussi amplement hier lors de la séance d'information. La deuxième mesure, ce serait l'allocation logement, qui est une mesure au Québec. C'est si on a au moins un enfant ou encore si on est âgé de plus de 50 ans puis qu'on consacre une part importante de notre revenu pour se loger. On peut avoir une aide du gouvernement du Québec qui peut aller de 150 à 170 $ par mois pour nous aider à payer le loyer. Pour être en mesure d'avoir droit à ça, bien sûr, il y a un élément de revenu pour une personne seule, 21 500, pour un couple, 30 300, mais il y a aussi une mesure relative aux actifs qu'on a aussi, par exemple, les CELI et les régimes enregistrés. Donc, c'est vraiment pour les gens qui doivent consacrer une partie importante de leur revenu pour se loger et qui n'ont pas d'autres moyens de payer. La troisième mesure, c'est le crédit d'impôt de solidarité. Au Québec encore, il y a un volet pour la taxe de vente puis un volet pour le logement. Et ça va être calculé automatiquement si vous avez un logiciel, mais ça va tenir en compte une portion du logement de ce que vous payez. Voilà. Merci beaucoup. Une mise en situation. Je suis une personne de 68 ans. En 2023, pardon. Je suis une personne de 68 ans. En 2023, j'ai dû payer plus de 10 000 $ en frais médicaux. Mon revenu pour l'année se compose uniquement de revenus de retraite. Pension de sécurité de la vieillesse d'Ottawa, régime des rentes du Québec, retrait du REER. En tout, pour 2023, mes revenus sont d'environ 28 000. Question. Étant donné le montant élevé des frais médicaux payés par rapport à mon revenu total pour l'année, aurais-je droit au crédit remboursable pour frais médicaux? C'est moi qui réponds. On se rappelle tantôt, Caroline nous a parlé du crédit pour frais médicaux en nous disant la plupart du temps, il est non remboursable, mais il y a un volet qui peut être remboursable si on rencontre certaines conditions. Et la condition principale, ou la première, c'est d'avoir un minimum de revenus d'emploi. Il faut absolument avoir du revenu d'emploi. Ici, ce n'est pas le cas. Okay? On n'a que du revenu de retraite, donc ça nous disqualifie automatiquement à la portion remboursable du crédit pour frais médicaux. J'ai envie de faire de la promotion. On a un beau crédit qui existe. Okay, qui est un crédit pour prolongation de carrière. Donc, la personne de 68 ans pourrait décider d'aller travailler, gagner un petit peu de revenu d'emploi, profiter du crédit pour prolongation de carrière et bravo, venir profiter ici du crédit remboursable pour frais médicaux. On n'a pas le droit de faire, c'est pas des planifications fiscales, c'est juste un petit clin d'œil pour vrai, pour faire penser au fait de si j'en avais eu un petit peu de frais médicaux, de revenus de travail, est-ce que j'y aurais eu droit? Ben oui, à ce moment-là, possiblement que vous auriez été admissible au crédit. Je me tais. Ton micro, Luc. Mon fils majeur est handicapé et admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Il vit dans son propre logement.
Son seul revenu est la solidarité sociale. Comme ce revenu n'est pas suffisant pour couvrir tous ses frais de vie, logement, nourriture, vêtements, etc., mon conjoint et moi l'aidons financièrement. Je vais aussi l'aider régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, avec ses repas et son ménage. Question. Est-ce que je peux demander les crédits pour aidants naturels à l'égard de mon fils? Comme il n'utilise pas son crédit d'impôt pour personnes handicapées, pas d'impôt à payer, puis le crédit n'est pas remboursable, est-ce qu'il pourrait me le transférer même si nous ne vivons pas ensemble? Donc, c'est moi qui vais répondre à ça. Donc, de ce qu'on peut voir ici, selon les faits exposés, je crois qu'il semble assez évident que les parents subviennent aux besoins de leur enfant, même s'il ne vit plus avec eux. Donc, on se rappelle subvenir aux besoins, comme Chantal l'a expliqué tout à l'heure, c'est de subvenir aux besoins de la personne à charge, c'est subvenir à ses besoins de première nécessité, c'est-à-dire le logement, la nourriture, les vêtements, les médicaments, etc. Donc, dans ce cas-ci, ça semble être le cas. Donc, même si l'enfant majeur ne vit plus avec ses parents, est indépendant au niveau du logement, est autonome, bien, les parents sont quand même là pour le supporter financièrement et aussi là, pour y apporter une aide hebdomadaire au niveau là, des repas et des tâches ménagères. Donc, à moi, ce que je lis, je pourrais être tenté de dire que oui, il y a la personne, le fils majeur, est à charge de ses parents. Donc, et là, à partir de là, bien, on peut dire le crédit pour aidant naturel, autant au fédéral qu'au Québec, il n'y a pas d'obligation d'avoir une cohabitation. Donc, je pourrais, aux fins du fédéral, être admissible. Le revenu de l'enfant est moindre que le seuil de réduction. Donc, la solidarité sociale, je crois que ça donne autour de 18 000 par année, quelque chose du genre. Là. Je ne me souviens plus exactement du montant. Donc, je serais là, dans la possibilité d'avoir le crédit non remboursable, là, le crédit canadien pour aidant naturel du fédéral. Du côté du Québec, pour le crédit personne aidante, je pourrais aller chercher le crédit sous le volet 1 parce que le fils majeur est handicapé et admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, j'aurais le volet 1, mais sans cohabitation. Donc, j'aurais la possibilité d'aller chercher une fois le 1383, la portion réductible en fonction du revenu, mais étant donné que le revenu de l'enfant est inférieur au seuil de réduction, bien, à ce moment-là, j'aurais le droit au plein crédit. En ce qui concerne le crédit pour personnes handicapées, que le fils ne peut pas utiliser parce qu'il n'a pas d'impôt à payer, il est possible de transférer quand même le crédit, même s'il n'y a pas de cohabitation. Encore une fois, la notion qui est importante ici, c'est être à la charge. Je peux transférer au fédéral, je peux transférer la portion inutilisée du crédit à la personne là, pour laquelle je suis à sa charge. Donc, les parents, on peut conclure là, qu'ils subviennent aux besoins. Donc, on pourrait transférer le crédit en tout ou en partie, le crédit d'impôt pour personnes handicapées que l'enfant ne peut pas utiliser pour être transféré aux parents. Du côté du Québec, par contre, il n'y aurait aucun transfert possible parce que le crédit pour personnes handicapées au Québec, il peut être transféré seulement au conjoint. Donc, on ne peut pas le transférer à personne d'autre que le conjoint. Fait qu'on serait possible au fédéral, mais pas au Québec. Merci, Caroline. Bienvenue. Prochaine question. Pourquoi les frais de massage ne sont pas admissibles à titre de frais médicaux? Pourquoi certains praticiens sont-ils admissibles seulement au Québec, naturopathes et ostéopathes? Donc, c'est encore moi qui vais répondre à cette question-là. D'abord, en ce qui concerne les frais pour les massages, autant au Québec qu'au fédéral, ils ne reconnaissent pas là, la massothérapie comme les massothérapeutes comme des professionnels là, qui font partie là, d'un ordre admissible et aussi en raison du double
comment je pourrais dire, la double fonction du massage. Hein? On ne sait pas si c'est pour la thérapeutique, le massage, ou si c'est pour la détente. Donc, ce n'est pas des professionnels qui sont reconnus autant par le fédéral que le Québec là, en ce qui concerne l'admissibilité aux frais médicaux. Pour ce qui est des autres, OK, les naturopathes et les ostéopathes. Donc, c'est vrai que au fédéral, on ne les reconnaît pas. En fait, la position exacte là, du fédéral, c'est que, étant donné que l'ostéopathie et la naturopathie ne font pas partie des professions reconnues par l'Office des professions du Québec, puisqu'il n'existe aucune législation au Québec qui les autoriserait à fournir des services médicaux ou encore à exercer la médecine au Québec. Donc, ces frais-là ne sont pas admissibles au fédéral pour la province du Québec. Mais il y a d'autres provinces où c'est des frais admissibles, mais au Québec, ce n'est pas. Par contre, la position du Québec vis-à-vis les naturopathes et les ostéopathes, c'est que, ils disent que bien que l'exercice de l'ostéopathie et de la naturopathie ne sont pas régis par un ordre professionnel, selon la législation fiscale là, présentement en vigueur au Québec, cette profession est reconnue pour l'application du crédit d'impôt pour frais médicaux. Donc, dans la loi de l'impôt, la loi sur les impôts du Québec, on précise que au titre des frais médicaux, du crédit pour frais médicaux, les ostéopathes et les naturopathes sont des professionnels reconnus. Donc, c'est pour ça qu'il existe une différence de traitement entre le fédéral et le Québec. Merci. Question 12. Grosse question. Longue question. Luc, je vais te proposer de faire juste le premier paragraphe, puis après, on fera le deuxième, OK? OK, parfait. Je vais reprendre mon souffle. C'est ça. En 2020, nous avons fait l'acquisition d'un chien que nous avons fait entraîner comme animal d'assistance. Mon mari a le droit au crédit d'impôt pour handicapés depuis 2008, maladie très rare qui le rend invalide. Et dans la déclaration depuis 2008 et dans la déclaration T2201, il est indiqué qu'il a recours à un chien d'assistance. Il semble qu'on puisse réclamer les frais pour chien d'assistance. Si oui, comment faire les redressements pour mes déclarations d'impôt antérieures? Donc, on va répondre d'abord à cette question-là avant d'aller voir le deuxième volet. Fait que, oui, en ce qui concerne l'animal d'assistance, tant au fédéral qu'au Québec, il est effectivement permis, OK, évidemment, si on rencontre certaines conditions, de réclamer à titre de frais médicaux. Donc, ce serait des frais médicaux. Le coût d'un animal qui est spécialement dressé pour aider une personne à vivre sa déficience. Quelle personne? OK, on dit, ben oui, c'est pour aider une personne, mais cette personne-là, elle doit être dans une des situations suivantes. Donc, la personne, elle doit soit être aveugle, profondément sourde, avoir une déficience grave qui la limite de façon marquée pour l'usage de ses bras ou de ses jambes, ou encore, il faut qu'elle soit gravement atteinte d'autisme ou d'épilepsie, ou finalement avoir une déficience mentale grave. OK, donc, c'est dans une de ces 5 catégories-là. OK, si je suis une de ces personnes-là, je pourrais à ce moment-là réclamer le coût de mon animal qui a été spécialement dressé. On s'entend, il ne faut pas que ce soit un animal qui est là, qui m'apporte qui soit là juste pour m'apporter du soutien affectif, puis le cajoler, etc. OK, il faut qu'il soit fourni par une personne qui est spécialisée dans le but de dresser ce genre d'animal-là. Donc, est-ce qu'on entend ici dans la question, ce qu'on voit dans la question, on a, je pense que les critères sont rencontrés. Et on parle d'un animal d'assistance et non un animal tout simplement de compagnie. Ce qu'on pourrait réclamer, c'est pas, oui, c'est le coût de l'animal. Fait qu'une fois qu'on dit que oui, l'animal, c'est un animal d'assistance, on peut réclamer à titre de frais médicaux le coût de l'animal, le coût des soins, le coût de l'entretien. Donc, la nourriture, le vétérinaire vont faire partie des frais admissibles, notamment. Dans ce cas-ci, si on dit, ben oui, vous auriez pu réclamer depuis 2020, soit le coût de l'animal puis les frais encourus par la suite, bien, comment je redresse mes déclarations de revenus? Puis je trouvais ce bout-là de question intéressant parce que ça peut viser
plein de gens ici. Ah, je ne savais pas que j'avais le droit à ça. Comment je vais faire pour redresser ma déclaration de revenus? Moi, le plus simple, OK, c'est de compléter les formulaires. Il y a un formulaire au fédéral qui s'appelle, le numéro, c'est le T1ADJ, OK, qui vous dit, qui vous permet de faire une demande de redressement. Vous en faites une par année que vous voulez redresser. Fait que moi, dans mon cas ici, ça serait 2020, possiblement 2021 et 2022 pour la nourriture et les frais de vétérinaire notamment. Vous y indiquez le numéro de ligne qui est touché, donc frais médicaux. Okay. Le montant qui apparaissait dans votre déclaration auparavant, le nouveau montant, et vous ne faites plus de calcul. Le ministère va recalculer votre déclaration d'impôt avec l'information que vous fournissez. Évidemment, vous mettez une petite brève explication, là, et le ministère recalcule votre déclaration de revenus et vous retournera un remboursement d'impôt en fonction des frais médicaux que vous allez avoir ajoutés. Au Québec, c'est aussi un formulaire qu'on appelle le TP comme papa, TP1R, demande de redressement. Et c'est un peu le même principe. Vous complétez les lignes qui changent, la ligne importante qui change, c'est-à-dire celle des frais médicaux. Il va être important, par contre, ici, c'est peut-être un enjeu, puis quand on demande des redressements comme ça, il faut pouvoir fournir des preuves. OK? On va faire des photocopies, des pièces justificatives, de l'achat de l'animal. Là, la nourriture, c'est à vous d'essayer de retrouver si vous avez de quoi. Les frais de vétérinaire, ça devrait être peut-être relativement simple, mais vous devez fournir ces pièces-là et le ministère va corriger vos déclarations d'impôts antérieures. C'est bon? Merci Chantal pour ce premier volet. Ouais. La suite, de mon côté, j'ai des problèmes de santé depuis plus de 30 ans. J'ai actuellement droit au crédit d'impôt pour aidant naturel à l'égard de mon mari. Aurais-je quand même droit au montant pour aidant naturel à l'égard de mon mari si je faisais une demande pour être elle-même admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées? OK. Donc, ce qu'on comprend ici, on a des problèmes de santé. Premier point à les voir, on dit problèmes de santé importants. Bien, dans ce cas-ci, la meilleure façon de répondre si vous êtes admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est de faire ce que Caroline vous suggérait tantôt. Vous prenez les formulaires T2201, vous les apportez à votre médecin, vous demandez au médecin d'attester le tout, un peu comme il a été fait pour le conjoint ici en 2008. Si le ministère dit oui, vous êtes pas le ministère, mais si le médecin vous dit oui, vous êtes admissible au crédit, vous êtes une personne qui souffre d'un handicap important, puis qu'on conclut que oui, vous seriez admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, peut-être le médecin va répondre que ça fait 7 ans que vous êtes comme ça. Bien, le Revenu Canada, Revenu Québec appliquera à ce moment-là les règles, ils vont reculer 7 ans en arrière pour vous accorder le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, ça, c'est le premier volet. Et sachant le fait d'être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées n'enlèvera pas le droit de pouvoir réclamer le crédit pour aidant naturel à l'égard de votre conjoint. Si vous avez déjà ce crédit-là à l'égard de votre conjoint, vous allez quand même pouvoir avoir, vous, votre crédit d'impôt de personnes handicapées et un crédit d'impôt pour aidant naturel à l'égard de votre conjoint. Ce qu'on ne pourrait pas faire, c'est je demande un crédit d'aidant naturel pour mon conjoint, puis lui en demande un pour moi. Là, on ne tourne pas en rond comme ça, mais si vous subvenez aux besoins de votre conjoint, vous en prenez soin, etc., bien, vous pouvez demander le crédit pour aidant naturel, même si vous êtes admissible au crédit d'impôt de personnes handicapées, il n'y a pas de malaise. Voilà. Parfait. Merci, Chantal. Luc, ton micro est fermé. Désolé, parce que comme je tousse, je ferme mon micro. Et là, j'ai fermé la présentation parce que ça termine notre présentation. Donc, j'en profite pour vous rappeler que dans les 2 dernières semaines, on a fait 4 soirées d'impôts. Les nouveautés, les familles, les aînés et tout ce qui concerne aujourd'hui la santé et le crédit pour aidant naturel. Donc, si vous allez sur le site de la Chaire, vous pouvez écouter les séances que vous avez manquées si vous le souhaitez ou avoir accès aux présentations. Et donc, je vous remercie. J'en profite pour vous remercier. Je remercie mes collègues aussi d'avoir fait ça les 4 soirs. Donc, merci à vous tous d'avoir répondu si gentiment à toutes ces questions.
J'ose pas dire à l'année prochaine, on ne s'est pas encore consulté, mais probablement qu'on se retrouvera l'année prochaine pour répondre à d'autres questions. Il risque d'y avoir des nouveautés, des budgets s'en viennent. À bientôt.